Eh bien, bonjour à tous, bonsoir. Ah, Eva me fait signe que pas encore. C'est bon? Super. Bienvenue à tous à cet événement dédié à l'IA générative et à la présentation du livre blanc fait en partenariat avec CGI et Finance Innovation. Donc déjà, je remercie beaucoup CGI pour le travail qui a été fait, qui est un travail vraiment exceptionnel et vous allez pouvoir le découvrir juste après. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe Finance Innovation parce que on fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de choses. C'est grâce à une équipe formidable qu'on a. Donc, vous voyez Eva qui est juste derrière là, qui est notre maître technicienne des événements. Donc, bravo Eva et puis bravo à toute l'équipe. Ça, c'est extrêmement important. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Finance Innovation? Ok. Donc, alors, je vais aller très très vite. Pour rappel, Finance Innovation, pôle de compétitivité. On rassemble l'écosystème financier autour des sujets d'innovation et de compétitivité. Donc, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les grands groupes, les startups, les académiques, les grands éditeurs puissent se rencontrer, faire de l'innovation, créer une vraie dynamique de place autour des sujets stratégiques. Donc, cette année, pour Finance Innovation, on a 4 grands sujets stratégiques qui vont irriguer un peu toute notre activité. Donc, le premier, sans surprise, c'est l'IA générative, mais aussi l'IA de manière générale. Faut pas oublier, parce que l'IA générative, c'est un peu le thème du moment, mais l'IA existe déjà depuis un petit moment aussi, et donc il y a des applications concrètes. Donc, on aborde l'IA dans son ensemble. Le deuxième sujet, ça va être évidemment le green et le durable, sujet qui impacte un peu tous les métiers de la finance et qui va venir irriguer toute notre activité. Ensuite, l'open finance, il y a aussi de DSP3, donc c'est un sujet qu'on va aborder tout au long de l'année. Et le dernier sujet, c'est la blockchain et la Web3, un sujet qui est un peu plus underground, mais quand même qui arrive. Et on voit que tous les acteurs de la place commencent à se poser des questions. Et il y aura aussi des interactions avec les technologies comme l'IA et l'IA générative. Alors très rapidement sur les activités et les actualités de Finance Innovation. Donc Finance Innovation, on organise beaucoup d'événements dans l'année. Ici, c'est un événement, on va dire, de petite taille, mais on a aussi des événements sur des journées complètes. Le prochain étant le Cyber Day, donc sur la cybersécurité, mais aussi la lutte contre la fraude, le rôle des acteurs de la finance auprès des TPE, PME, des acteurs de l'économie, comment les banques, les compagnies d'assurance peuvent contribuer à sécuriser aussi l'économie. Donc ça va être un bel événement et on va donc vous faire parvenir des places pour vous inscrire gratuitement. Merci donc pour votre inscription à cet événement aujourd'hui. Ensuite, sur la gestion d'actifs, sur l'événement sur la banque, sur donc les RegTech, les directions financières d'AFDEI, et ensuite Insure Day. Donc on essaye de couvrir vraiment un spectre très très large de sujets et toutes les verticales qui vont adresser le secteur financier. Aujourd'hui, donc on est sur cet événement sur l'IA générative, sujet chaud, sujet d'actualité. On a eu pour cet événement 150 inscrits en présentiel. Alors du coup, j'ai dû en refuser certains qui n'étaient pas forcément membres de Finance Innovation parce que notre salle est quand même pas forcément très très grande. Et on a en plus 450 personnes inscrites en ligne. D'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont connectés à distance. Je sais qu'on est déjà très nombreux à distance. Donc merci à tous pour vraiment pour cette participation. Le livre blanc, l'approche qui est intéressante, c'est vraiment d'aborder des cas d'usage, puisque l'IA générative, c'est un peu tout un questionnement, mais au final, concrètement, quels sont les impacts? Et c'est donc l'objectif des échanges que l'on a aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Georges qui va nous faire l'introduction. Donc merci beaucoup Georges Arbe de CGI. Et je vais mettre peut-être juste la slide comme ça. Et Georges, merci. Et donc, bon événement à tous. Merci Nicolas, merci France Innovation. Nous sommes vraiment fiers de ces 7 ans de collaboration avec France Innovation et après presque un an en fait de travail sur ce sujet de l'IA dans les services financiers. Nous sommes réunis aujourd'hui en fait pour partager un peu le fruit de cette collaboration commune.
Et à la clé, il y a ce livre blanc en fait qui va traiter les cas d'usage IA sur deux sujets bien spécifiques qui sont la relation client et surtout en fait la customer experience et la partie réglementaire. Ce livre blanc a été écrit par plusieurs mains, vos mains déjà en fait. C'est les gens qui étaient là à la matinale innovation fin 2023, et aussi les mains des experts de CGI. Et aussi l'équipe marketing que je remercie aussi vivement. C'est dans mon rôle, en fait, laissez-moi parler un peu de CGI parce qu'en fait, peut-être il y a des gens qui connaissent pas CGI. En fait, c'est en deux mots. CGI, c'est une société canadienne. Le headquarter, il est à Montréal. On est à 90 500 personnes au niveau du groupe et 14 000 en France. CGI, le métier de CGI est basé sur 4 axes. Le premier, c'est la partie conseil, consulting. Le deuxième, c'est tout ce qui est la partie développement, innovation. Et le troisième, c'est l'ITO, en fait, toute la partie outsourcing et les dossiers de masse. Et le quatrième, que je pilote aussi en parallèle, c'est la partie business solutions. Nous avons un catalogue de 200 solutions métiers qu'on propose à nos clients aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Et on voit très bien en fait que l'IA commence à être un peu dispatchée partout sur ces 4 métiers-là. Dans toutes les nouvelles versions en fait qu'on va voir durant 2024 de toutes nos solutions, on va voir en fait des services IA. On a déjà, mais en fait on va voir de plus en plus parce qu'en fait on a mis un focus là-dessus. Arriver en fait en masse sur toutes nos solutions. Et lorsqu'on regarde en fait dans tous les métiers, on commence en fait beaucoup de missions aujourd'hui en fait de cadrage, de stratégie, de gestion de maturité d'IA chez les clients. On continue sur la partie expérimentation, gestion de la gouvernance, qu'est-ce qu'il y a comme organisation en fait à mettre en place, et on continue jusqu'à la partie industrialisation et MLOps. Bon voilà, en fait, c'est pour vous dire en fait que tout le monde est touché aujourd'hui par l'IA. Il n'y a pas un métier plus que d'autres. Alors de mon côté, en fait, je suis Georges Arb. Alors je suis senior VP côté CGI dans la société depuis 32 ans. Et je pilote en parallèle toute la partie business solutions, c'est-à-dire les IP dont on parlait, et aussi en la stratégie IA côté ouest et sud de l'Europe qui regroupe plusieurs pays, dont la France. Et durant toute cette période que j'ai passé beaucoup dans le consulting, j'ai jamais vu jusqu'à maintenant j'ai accompagné beaucoup de ruptures technologiques, comme vous pouvez en fait imaginer. En fait, c'est depuis le mainframe jusqu'à la partie orientée service, le IoT, la blockchain. Il y a eu plein, et j'étais vraiment là en fait avec une belle équipe autour de moi au niveau du conseil pour les accompagner. Mais j'ai jamais vu en fait une technologie avec un tel engouement déjà. C'est un engouement en fait qui touche le grand public, mais qui touche aussi en fait les entreprises. Mais aussi une telle rapidité de développement. Ça, c'est le deuxième point en fait, que j'aimerais bien signaler. On a l'impression tous, en fait, on vient de parler en fait un peu ensemble, qu'on est en train de courir, quoi. C'est en train de courir et l'IA court aussi devant nous avec beaucoup de choses qui se passent. Et le troisième point en fait qui m'a vraiment touché, c'est l'impact business. Enfin, un tel impact au niveau métier, au niveau business. On découvre tous les jours. Aujourd'hui, en fait, on a créé ce qu'on a appelé en fait des design authority par secteur d'activité qui regroupe des experts métiers de ce secteur d'activité avec des experts IA. On travaille main dans la main depuis plusieurs mois et tous les jours, on découvre en fait des cas d'usage supplémentaires au niveau de l'IA. Aujourd'hui, en fait, on peut compter des centaines par secteur d'activité et on sait très bien en fait on peut aller encore plus loin. C'est ces 3 points-là en fait qui me touchent aujourd'hui en vous parlant un peu de cette partie IA. Alors, face à l'IA aujourd'hui, en fait, on va trouver en fait différentes nuances entre ceux qui craignent l'IA et ceux qui l'utilisent sans réserve. En fait, le curseur, vous pouvez vous positionner entre ces deux mondes-là. Et pour ceux qui craignent, ils mettent sur la table plein de points de douleur. Je cite, l'IA générative coûte très cher. Eh ben, c'est vrai, ça coûte cher aujourd'hui. Ce n'est pas une technologie verte, fort impact sur l'environnement. C'est vrai aussi. Aujourd'hui, en fait, je sais qu'il y a eu beaucoup de travaux et qui continuent en fait à ces travaux-là pour que ça soit l'inverse. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Ça va faire perdre ou transformer des centaines de milliers d'emplois dans les prochaines années. Probablement oui, mais elle va en créer d'autres. C'est vrai que c'est pas les mêmes profils, c'est pas les. Mais la vérité est là aussi.
Et le quatrième point de douleur, c'est ça va démultiplier les fakes, le faux et la fraude dans tous les domaines. Oh, c'est vrai. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on renforce nos lois, il faut qu'on renforce nos contrôles, il y a encore beaucoup de boulot à faire, mais on peut pas négliger, en fait, ces 4 points-là. Mais on va pas rester sur cette note un peu négative. Moi, j'ai envie, en fait, de partir complètement dans un autre sens. Moi, je suis plutôt de ceux qui poussent à l'expérimentation de l'IA sans attendre et se projettent vers demain, le futur. Le futur qui me fait rêver un peu, et j'en ai fait plein de rêves. J'aimerais bien partager avec vous 3 rêves. Le premier, je rêve d'un monde où l'on vit plus longtemps et en bonne santé. Je rêve d'un monde où on vit plus longtemps et en bonne santé. Vous savez très bien, enfin, que l'IA a un impact énorme dans le monde de la santé aujourd'hui et dans tous les domaines. On va sur la partie cancérologie, faciliter le diagnostic ou guider la prise en charge thérapeutique. On va voir aussi dans la partie cardiovasculaire ou bien la détection précoce de la schizophrénie. Il y a plein de sujets au niveau de la santé où aujourd'hui, en fait, l'IA joue un rôle hyper important et ça continue. On découvre tous les jours des gains supplémentaires. Mon deuxième rêve, je rêve d'un monde où l'on passe autant de temps avec nos familles et amis que dans les bureaux. On va voir quelques yeux là qui clignotent. L'IA est un amplificateur de productivité qui peut faire réaliser des mythes. Un des mythes, c'est celui de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ou bien un autre que vous avez entendu parler déjà, gagner plus et travailler moins, mais avec être plus productif. Pourquoi pas? Et le troisième, je rêve d'un monde où la France devient plus résiliente, plus indépendante face aux bouleversements géopolitiques, sanitaires ou environnementaux. Ce triplé IA, robotisation, automatisation, je suis certain qu'il va transformer et changer beaucoup de choses, surtout en fait les coûts de production en France. Et peut-être il va favoriser la réindustrialisation et le développement des produits qui sont des produits vitaux ou bien de première nécessité. C'est des beaux rêves. Mais bon, retournons sur Terre. On est là, avec Finance Innovation et CGI au Palais Brongniart, dans un événement en fait, où on va travailler et vous divulguer un peu ensemble en fait, le résultat du travail qui est fait sur le livre blanc. Merci d'être là. Je suis très content d'être avec vous aussi. Merci. Alors donc j'invite nos premiers intervenants à venir s'installer. Et en attendant, je tiens tout de même à remercier encore une fois CGI, donc Stéphane qui est là et Stéphanie qui est au fond, parce qu'on a quand même travaillé d'arrache-pied sur ce sujet, et Pascal Le Goff qui était là, je le vois plus. Ah bah voilà, je suis complètement aveugle, qui est membre du comité exécutif de Finance Innovation et qui est notre parrain aussi du groupe de travail sur l'IA et du club des décideurs. Donc merci encore Pascal. Et c'est bon, vous êtes installés. Oui, merci Nicolas. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Barbara Raluche, je suis vice-présidente conseil expert au sein de CGI Business Consulting et je travaille notamment sur les sujets de transformation des organisations. Donc je suis ravie d'accueillir avec moi donc François Diong qui est Chief Transformation Officer chez Swiss Life Asset Managers, ainsi que Louis Franck qui est CEO de la fintech Fingreen AI. C'est ça? Parfait. Merci. Et donc, pour cette première table ronde, on propose d'aborder avec vous les sujets les cas d'usage concernant la partie réglementaire, reporting réglementaire et veille, puisque lors de cette précédente matinale innovation, ce qui était ressorti des ateliers pour les participants, vous étiez peut-être là à ce moment-là, c'était que c'était d'un des sujets prioritaires, puisqu'on le sait, dans le secteur financier, la question du reporting réglementaire est souvent une problématique clé parce qu'il y a des demandes accrues du régulateur, etc. Donc, la question était de savoir comment l'IA générative peut nous aider par rapport à cette problématique de reporting, mais aussi de veille. Donc, je propose qu'on démarre tout de suite. Donc, François, Louis, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision un petit peu sur les avantages, les gains que peuvent apporter l'IA générative de façon assez générale sur cette problématique de reporting et de veille, ainsi que peut-être déjà les premières limites et les premiers prérequis qu'il faut intégrer dans tout projet. Bonjour.
Alors, sur la partie veille et reporting, je pense qu'on a vraiment des vraies opportunités avec l'IA générative. Ça nous ouvre des nouvelles possibilités. Ça nous augmente notre capacité à la recherche, par exemple, d'informations, notamment sur la partie veille. Ressources d'informations, identification des sources, trouver de nouvelles sources en fait d'informations. Ça nous permet aussi de faciliter la collecte de ces informations-là et de les rendre sous des formats plus synthétiques, adaptés en fonction du contexte. Ça, c'est des choses que IA générative permet de réaliser, quelque chose qu'on fait aujourd'hui, mais avec IA générative, ça nous permet de faciliter, ça nous augmente cette capacité-là. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a des vraies valeurs ajoutées avec IA générative. Sur la partie reporting, c'est pareil. IA générative, je pense que dans la construction, c'est un outil parfaitement adapté pour la génération, pour la création des contenus à partir d'un corpus de données, de documents donnés. Donc ça, ça nous aide aussi à faire gagner beaucoup de temps, on gagne en efficacité opérationnelle dans la production de ce type de reporting. Parfait, merci. Peut-être, lui, tu veux compléter? Écoutez, bonjour à tous. Déjà, merci à CGI et Finance Innovation de nous avoir invités. Donc, moi, je suis l'un des cofondateurs de Fingreen AI. Nous, ce qu'on fait, c'est du reporting extra-financier pour les actifs non cotés. Alors, aujourd'hui, on fait que des entreprises non cotées. On va ouvrir l'immobilier à la fin de l'année, j'espère. Aujourd'hui, je dirais que 70% de ce qu'on fait, c'est du reporting réglementaire. Donc, je vais utiliser beaucoup d'acronymes, tout ce qui est SFDR, CSRD, ISSB, GHG, etc. Il y a tout un tas de nouvelles obligations réglementaires. Et nous, on utilise l'IA. Alors, pas que l'IA, enfin, l'IA, les modèles de NLP, les réseaux de neurones, du machine learning. Il y a beaucoup de technologies sous-jacentes, un peu à toute étape du processus, pendant la veille réglementaire, donc tout l'aspect digitalisation de tous ces frameworks qui sont extrêmement longs et extrêmement complexes, mais aussi, on l'a mentionné au tout début, tout ce qui va être customer support, c'est très important, extraction de data de sources non structurées, rédaction des parties narratives réglementaires. Donc nous, on se positionne un petit peu comme la première plateforme IA native qui prend en charge ces sujets. On a énormément de compétition sur la partie reporting ESG. On fait partie vraiment des dernières startups à avoir été créées sur ce sujet. Donc, le désavantage, c'est qu'on a un petit peu de retard à rattraper. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu intégrer les LLM et la GenAI dans les bases même de notre plateforme. Et donc, on a une approche, on a un business model qui est vraiment assez différent de 95% des compétiteurs qui aujourd'hui font du reporting extra-financier. Merci Louis. François, peut-être dans votre secteur d'activité, donc l'asset management, est-ce que vous avez identifié déjà des cas d'usage assez concrets d'utilisation de l'IA générative sur du reporting et de la veille? Oui, on a plein d'idées. Après, le problème, c'est qu'on y va de façon très, très prudente. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'asset manager, on a aussi les problématiques, je pense que Georges l'a mentionné, hein, c'est des sujets en termes de biais, en termes de explicabilité au niveau de l'utilisation de l'IA générative. Et donc, on y va de façon très prudente. On reste encore à l'étape POC. On n'est pas encore franchi les étapes de industrialisation ou déploiement en grande masse. Néanmoins, on travaille sur certains cas d'usage sur cette thématique de veille et de reporting réglementaire. Un cas typique qu'on a, c'est que nous sommes sur cette gestion, notamment dans les fonds immobiliers. Donc, vous savez, on est dans une phase de crise immobilière. Donc, du coup, une des activités de veille qu'on est en train de faire et qu'on aimerait bien justement utiliser IA générative, c'est de faire la veille sur les fonds immobiliers, notamment au niveau des OPCI, des SCPI, de détecter, collecter les informations sur le mouvement de transformation de ces fonds-là, des activités autour de ces fonds-là, de nos concurrents et sur le marché, pour identifier comment se comporte le marché par rapport à ça. Et l'IA générative est très adaptée pour ça. Ça veut dire que ça nous permet de collecter les informations et puis de synthétiser sous une forme exploitable qu'on puisse utiliser. Donc ça, c'est un exemple qu'on est en train de faire. Deuxième exemple, c'est toute la partie, je dirais, de reporting récurrent, fiche mensuelle, investisseur, réglementaire, dans lequel on a besoin, par exemple, un exemple typique, c'est de pouvoir traduire ça en multilangue. Ça, l'IA générative, c'est formidable pour ça. C'est du clic-bouton, finalement. Ça nous fait gagner énormément de temps par rapport à ça. Et ça permet aussi de créer de nouveaux contenus par rapport à ça. Donc ça, c'est des exemples typiques des usages qu'on est en train de regarder de près.
Un autre exemple aussi de cas d'usage, c'est la production des fiches de crédit, analyse crédit pour les actions ou pour les sociétés que nous on travaille. L'analyse crédit base pourtant à analyser des documents qui proviennent des agents de notation et d'extraire, suivant certaines dimensions des axes d'analyse, des informations et complète la fiche d'analyse avec ces informations-là. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, on est en train de regarder pour pouvoir utiliser IA générative pour extraire de façon systématique ces informations-là à partir des axes, des mots-clés, des informations qu'on paramètre, en fait, on donne en paramètre en entrée. Et ça nous permet de sortir des informations formulées et présentables et qu'on puisse intégrer directement dans les fiches de crédit. Bien sûr, ça, c'est sous la supervision de l'analyse crédit, parce que c'est aussi un élément important, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est pas quelque chose qui remplace l'analyse crédit. C'est lui, avec son expertise, qui va évaluer la pertinence du retour ou la sortie du moteur d'IA générative. Donc, on tient à garder ce verrou-là pour pouvoir contrôler. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est super important d'avoir en tête, c'est garder ce contrôle-là en termes de validation des informations qui proviennent d'un traitement IA génératif. Merci François. Du coup, on voit qu'il y a des gains, bien sûr, d'efficacité opérationnelle, mais aussi ça peut permettre d'améliorer la position concurrentielle. On l'a vu sur l'exemple sur l'immobilier. Donc, c'est assez intéressant hein, ces exemples parce qu'on on voit tout ce que ça propose, enfin ce que ça permet en termes de champ des possibles. Alors peut-être maintenant, je me tourne vers Louis. Tu parlais tout à l'heure des large language models, les LLM. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus pour ceux qui sont moins peut-être au fait sur comment ça fonctionne, en quoi ça consiste? De façon assez simple, et puis comment ils vont intervenir sur la partie narrative des reporting réglementaires. Ouais, alors notre CTO est beaucoup plus calé que moi pour expliquer techniquement comment marchent les LLM. Nous, il faut savoir qu'on n'a pas créé notre propre LLM, on utilise des briques déjà existantes. Historiquement, on était sur Mistral AI, qui est donc une entreprise française open source qui a récemment reçu un investissement de Microsoft, donc peut-être qu'ils vont devenir closed source, on ne sait pas, on va voir. À terme, on aimerait bien avoir nos propres modèles à nous, mais aujourd'hui, bon, c'est assez impossible vu nos tailles et nos ressources. Donc voilà, nous, on construit sur des briques existantes qui sont basées elles-mêmes sur des réseaux de neurones. Donc nous, on s'occupe pas trop de cette partie, on utilise une API, on utilise un ChatGPT, un Gemini, un Mistral directement sur notre plateforme. Ensuite, sur la partie narrative, c'est hyper important, notamment pour la CSRD. La CSRD, c'est presque 70% de partie narrative. Et nous, en gros, ce qu'on veut faire, c'est de dire, avec des informations, on va dire, basiques sur l'entreprise, vous avez juste à nous donner le nom d'une entreprise. Nous, on va aller collecter toutes les sources de data publiques, semi-publiques qui existent. Donc, on va quand même avoir une très bonne idée de ce qu'est votre entreprise, ce qu'elle fait, son code NAS, etc. En parallèle de ça, on va voir l'entreprise et on lui dit, bah voilà, répondez à ces 10 questions qui sont assez basiques, déposez-nous tous les documents que vous avez. Ça peut être des rapports annuels, ça peut être des rapports de sustainability, ça peut être du PowerPoint, du Excel, du Word, du PDF, peu importe. Et avec ces deux canaux, donc toutes les sources publiques et ce qu'on va prendre quand même directement de l'entreprise, on va être capable de pré-remplir et de faire énormément de suggestions pour gagner du temps dans tout ce qui va être, parce que ces questionnaires ESG, bon, c'est des questionnaires, il y a 1200 data points à collecter, c'est extrêmement complexe. Et ensuite, derrière, il faut écrire toute la partie narrative sur chacun de ces data points. Donc nous, alors, sur la partie CSRD, on équipe plus d'une dizaine de cabinets de conseil aujourd'hui, parce que c'est souvent les consultants qui sont en charge de faire ces reporting réglementaires. On a aussi quelques équipes ESG au sein de ces entreprises, mais vu que la CSRD touche de plus en plus petites entreprises, c'est souvent les consultants. Donc, ça leur fait gagner un temps énorme. En fait, je prends par exemple l'exemple de la double matérialité, qui est un peu la première étape de la CSRD, qui historiquement pouvait prendre 5 mois, 6 mois. Nous, aujourd'hui, on peut faire des doubles matérialités en 1 semaine ou 2. Alors, ça va dépendre un petit peu de la taille de l'entreprise, etc., quel niveau de granularité, quels sont ses impacts matériels. Mais voilà, c'est extrêmement utile pour la partie narrative. Il faut quand même mentionner qu'on l'utilise pas bêtement, dans le sens où on fait de l'IA et voilà, on regarde même pas ce qu'on fait et on accepte. Il y a des checks humains de notre part, il y a des checks humains de la part des cabinets de conseil, il y a des checks de l'entreprise elle-même. Ce sont des suggestions qui sont revues par la suite. Mais ça fait gagner un temps absolument fou
pour tout le monde. Donc sur ces parties manuelles, un peu de mesure, un peu assez booléennes, oui ou non, noir et blanc, où il n'y a pas besoin, enfin si on peut les automatiser, ça fait gagner beaucoup de temps, justement qui peuvent passer après sur la partie optimisation, accompagnement, RSE, qui sont des choses avec un impact beaucoup plus fort que de passer 5 mois à éplucher des Excel, à comprendre, OK, quels sont mes impacts, à faire tout ça. Mais il y a quand même un check humain, mais voilà, grâce à l'IA générative, à toute étape du processus, on peut gagner énormément de temps. Merci. Et en quoi, par ailleurs, l'IA générative peut servir à la digitalisation et à la veille sur les textes réglementaires? Oui, alors, nous, notre gros désavantage, c'est que ces textes réglementaires sont constamment en train de bouger. Et la Commission européenne elle-même change assez souvent ce qu'elle veut dire par reporting extra-financier, les différents seuils, etc. Alors, on peut pas leur en vouloir parce que c'est des sujets quand même extrêmement complexes et que on est du coup des pionniers dans ce sujet. Mais nous, constamment, on doit comprendre, on doit avoir cette veille sur les régulateurs pour être sûr que le reporting qu'on sort in fine soit auditable et soit bon et soit aligné aux dernières lois. Donc, la veille réglementaire, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on a inventé, mais en effet, ça sert énormément sur l'aspect veille, sur l'aspect digitalisation. Mais même l'Union européenne, en fait, commence à le remarquer et sort même des fichiers en format XBRL, etc., pour aider justement les startups de software, un peu tout le monde, pour essayer d'automatiser, aller un petit peu plus vite sur la partie mesure. Et une dernière question enfin, on parle parfois des approches hybrides entre l'IA générative qui va se combiner avec des formes traditionnelles d'IA, et comment du coup les modèles de prédiction également? Oui, alors ça va être un petit peu plus du machine learning, et nous, alors on est encore assez jeune, on a 1 an et demi d'existence. Donc, c'est pas comme si on avait des millions d'entreprises et des millions de data points qu'on pouvait utiliser pour faire du benchmark, pour faire des modèles d'estimation, des modèles d'analyse comparative. On commence à le faire, bien sûr, parce que on prend aussi tout ce qui est source publique d'entreprises publiques beaucoup plus grosses, et par rapport de proportionnalité, on peut faire des estimations qui sont intéressantes. Mais à terme, le plus on a de petites entreprises qui vont sur notre plateforme, sur lesquelles on peut mesurer leur impact extra-financier, le meilleur on sera justement pour encore estimer encore plus vite et pour faire l'aspect benchmark qui est hyper important pour beaucoup de nos clients après, et pour comprendre un peu où est-ce qu'on se situe. Parce que si je vous dis, voilà, vous émettez, je sais pas, 200 tonnes de carbone, vous ne savez pas si c'est bon comparé à une entreprise similaire dans votre industrie, dans votre zone géographique, etc. Donc ça, c'est moins de l'IA générative, et une fois qu'on aura assez de data points, on pourra avoir des benchmarks, des modèles d'estimation, d'analyse comparative encore plus performants que ce qu'on a aujourd'hui. Et qui seront générés par l'IA générative, du coup. Voilà, on utilisera l'IA générative pour les expliquer, très certainement. Mais voilà, quand on dit, nous, on utilise l'IA, mais voilà, il y a différents types d'IA. Il y a le NLP, il y a l'IA générative, il y a le machine learning. Tout ça, c'est alimenté par les réseaux de neurones. Donc, il y a plein de petites technologies sous-jacentes sous le terme IA. Parfait, merci. Peut-être pour conclure cette table ronde, François, est-ce que tu pourrais aussi nous partager ta conviction sur l'impact qu'aura l'IA générative sur votre environnement de travail de demain? L'impact est évident, parce qu'en fait, l'IA générative fait partie déjà du paysage de notre environnement de travail. Et pour moi, je suis convaincu que c'est un vrai avantage compétitif en fait au niveau de notre activité. À condition qu'on maîtrise les limites, on connaît les risques qui sont liés à ça. Je fais partie du groupe de travail à AFG sur le thème de IA et l'éthique, pour qu'on puisse travailler ensemble avec différentes sociétés de gestion pour définir des bonnes pratiques, avec un focus sur l'asset management, et mettre en exergue les différents points d'attention lorsqu'on déploie, qu'on utilise des IA génératifs et aussi IA de façon générale. Et c'est cette partie-là qui nous permet aussi de prendre conscience en fait de ces limites-là. Et en tout cas, moi, je suis plutôt optimiste. Je suis à fond en fait sur le sujet, dans le sens où on peut pas s'en passer. En fait, ça va partie du paysage, donc on faudra vivre avec et il faudra l'utiliser
on deviendra plus performant avec l'utilisation de ces technologies-là. Ça nous permet d'avoir un environnement. En fait, j'aime beaucoup le terme haute montée, en fait, parce que c'est ça, en fait, c'est que on travaille dans un environnement où les technologies type IA générative va nous permettre d'être plus performantes, de gagner beaucoup plus d'efficacité opérationnelle. Et c'est ça, en fait, faut avoir en tête. Et c'est ça qui fera la différence, en fait, dans notre industrie d'asset management. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je ne sais pas du tout si on a le temps encore, je sais pas, sur quelques questions ou oui, parfait. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelques questions pour François ou pour Louis. C'était très clair alors. Merci à tous. Merci beaucoup. On va passer à la table ronde suivante. Donc Pascal, Benoît, France, je vous invite à venir vous installer. Il y a France qui arrive. Ah. Super, écoutez, merci à vous de participer à cette table ronde sur le pan dédié à la relation client. Donc le deuxième axe du livre blanc que vous allez découvrir bientôt. Sur ce deuxième axe, donc il y a 4, on va dire, grands axes de la relation client qui ont été identifiés et qui ont été creusés. Donc pour l'application évidemment de l'IA générative et comment elle va venir impacter ces métiers. Donc l'analyse et la synthèse client, les offres et les services hyper personnalisés. Tout ce qui est service client en autonomie et comment finalement l'IA générative va accompagner le client pour qu'il fasse lui-même son service client, et tout ce qui est rappel et recommandations personnalisées. Donc ça, c'est des grands axes qui ont été identifiés dans le livre blanc, mais maintenant on va pouvoir passer à des exemples un peu plus concrets. Donc pour commencer cette table ronde, alors moi, en tant que finance innovation, j'ai un petit biais et j'ai vraiment toujours besoin de mettre en valeur les fintechs qui sont membres de Finance Innovation. On a 2 très très belles fintechs qui sont présentes avec nous. On est très fiers de vous avoir dans notre écosystème. Donc France, je te propose de commencer, de te présenter Zion et peut-être déjà un premier cas concret sur lequel vous, tu peux prendre le micro, vous appliquez finalement de l'IA générative. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Franz Fodéré, le fondateur de Zion. C'est une entreprise que j'ai créée en 2017. Donc, Zion est une entreprise d'IA générative et traditionnelle, puisqu'on en reparlera, spécialisée dans la relation client et le vocal. Donc, historiquement, notre premier domaine d'application de nos cas d'usage d'intelligence artificielle, c'était plutôt l'automatisation, donc les bots. Donc, en ce qui concerne Zion, des callbots, puisqu'on fait exclusivement des bots vocaux. Et plus récemment, on a lancé une deuxième offre qui est l'accompagnement du conseiller. Alors là, il y a beaucoup d'IA générative. C'est là principalement que tous les cas d'usage d'IA générative se concentrent. Voilà, soit en temps réel, soit en asynchrone. La particularité de Zion, j'ai écouté la table ronde précédente, c'est que nous, on a fait le choix d'avoir nos propres modèles d'intelligence artificielle, donc qu'on développe ou qu'on fine-tune selon les Donc tout est hébergé en France, développé en France par des ingénieurs et des docteurs. Et puis, on a à peu près 80 collaborateurs. Use case tout de suite ou on fait un petit tour? Bon, on fait le petit tour rapide et ensuite on passe sur le use case. Donc Benoît, à toi. Bonjour à tous. Donc moi je suis le CRO de Silver, et Silver, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui simplement finance les PME et les TPE françaises et allemandes sur des besoins de financement à court terme. Typiquement en trésorerie, si vous avez besoin d'acheter du stock, si vous avez besoin d'acheter, de payer un poste client, ce genre de choses, Silver est là pour ça. Et on parle de la relation client, enfin du customer experience. Et par définition, pour qu'ils soient customer, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Et donc nous, ils deviennent customer le jour où ils ont un prêt. Et pour faire ce prêt, notre métier, c'est de le rendre le plus accessible possible. En fait, l'IA, c'est clé. On a parlé de fintech. La réalité, c'est qu'au fond, Silver, c'est beaucoup plus une deep tech qui fait de la finance qu'une fintech qui fait un peu de tech.
C'est vraiment au cœur de l'histoire et c'est absolument fondamental parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne peuvent pas se financer, non pas parce qu'elles ne sont pas rentables, mais quand vous allez voir votre banquier et qu'il vous demande 3 bilans, si vous n'avez pas 3 années d'existence, vous ne les avez pas. Votre financement, vous ne l'avez pas non plus. Donc votre développement, vous l'attendrez. La réalité, c'est que précisément, nous, on accélère ça. Et c'est bien ça, la valeur ici de l'IA. Merci beaucoup. Donc Pascal, je te laisse te présenter. Peut-être si toi, tu as déjà identifié certains use cases qui attirent plus l'attention auprès de vos clients ou de votre écosystème. Oui, tout à fait. D'abord, merci pour votre invitation. Je suis Pascal Delima, je suis économiste en chef de CGI Business Consulting et mon travail consiste à identifier les signaux faibles, l'écosystème des innovations, donc en particulier de l'IA générative, mais tout l'écosystème, à savoir les structures concurrentielles, les différentes stratégies possibles, et les impacts sur les indicateurs de performance. Alors évidemment, récemment, en particulier dans la banque, on a eu une évolution très marquée sur le front office, toute la partie marketing, la partie conseiller qui a bougé beaucoup en premier et qui a impacté évidemment toute la chaîne de valeur des organisations. Donc voilà, le travail consiste aussi à essayer de voir quels sont les impacts internes, à la fois sur le plan organisationnel, sur le plan RH, parce qu'il y a un fort volet RH qu'on a un petit peu parfois tendance à oublier, de formation aussi des collaborateurs, de rassurer les collaborateurs, et puis l'impact in fine sur la digitalisation également, comme ça a été dit précédemment. Super, merci beaucoup. Donc, on a vu tout à l'heure, Georges nous a partagé ses 3 rêves. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment passionnant. Selon vous, est-ce que l'IA générative peut vraiment venir révolutionner l'expérience client, la relation avec le client, et quels seraient les plus forts impacts? Peut-être Pascal, du coup, si tu veux commencer. Bon, je vais commencer, merci. À mon avis, il y a 3 points. Le premier point, c'est que par définition, comme ça enrichit les métiers, donc ça c'est un volet essentiel, donc ça enrichit beaucoup les métiers, donc automatiquement on va améliorer la productivité, on va avoir une forte capacité d'automatisation et également de création de valeur, de concentration sur des tâches à création de valeur. D'une certaine façon, par rapport à l'IA génération précédente, on est presque dans des métiers super enrichis parce que c'était déjà le cas avec le deep learning, mais aujourd'hui avec les modèles transformers, l'IA générative, on duplique encore plus cette capacité d'enrichir les métiers. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, du fait de cette ultra capacité à innover, puisque quelque part, à travers les données en auto-apprentissage, on sort aussi des données innovantes, des données nouvelles, eh bien, on ouvre le spectre du champ des possibles en matière de business finalement. C'est-à-dire que quelque part, pour un conseiller en gestion de portefeuille, c'est exceptionnel de pouvoir savoir quel est l'impact de la géopolitique, quel est l'impact du change management, des dernières évolutions RH sur finalement les collaborateurs qui sont amenés à investir sur un certain nombre de produits et qui peuvent ensuite, in fine, proposer à des clients les produits les plus adaptés. C'est cette mixité de cet ensemble d'écosystèmes qui est prise en compte dans l'IA générative qui permet, donc c'est effectivement deuxième point, d'avoir une force redoutable en termes de business. Et puis dernier point, à mon avis, c'est la question des impacts organisationnels, c'est-à-dire que un petit peu comme l'IA quelque part, hein, bon, il faut dire la vérité, il y a des ressemblances, notamment sur la partie deep learning évidemment. Eh bien, comme les métiers du front office sont enrichis, du coup, in fine, au niveau du middle, au niveau du back office, il y a des répercussions sur toute la chaîne de valeur, et par conséquent, il y a une transformation des organisations qui s'opère également avec un mot d'ordre qui est la transversalité, d'ailleurs qui pour moi est un enjeu sociétal, mais enfin c'est pas le sujet, la transversalité, mais la transversalité indiscutablement des organisations, le fait de pouvoir collaborer, travailler de plus en plus avec d'autres départements, du fait de l'intensification de la digitalisation, du fait de l'intensification des outils collaboratifs, l'IA génératif en aval, c'est-à-dire qu'au niveau du front office peut être un précurseur de tout un système de changement qui permet d'amender un petit peu les silos et de travailler mieux de façon plus collaborative. Merci. Benoît? Oui, alors déjà de manière un petit peu macro, je pense que, et je vous livre une version un peu personnelle de ma lecture de la situation, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer et que la seule chose qu'on sait, c'est que ça va être très gros. Si on met ça un petit peu en perspective avec ce qui s'est passé jusqu'ici, enfin si vous coupez l'électricité ici, ça va être catastrophique. Hein. On n'a plus de lumière, à distance ça marche plus. Je suis pas assis sur une chaise, en tout cas il y a une chaise qui a été faite par quelqu'un à la main et pas par une machine. Enfin, c'est révolution technologique et je pense vraiment que l'IA en est une bien fondamentale.
aussi puissante et aussi transformative que l'électricité, et que donc on peut imaginer ce qui va se passer, mais on peut rêver. Je suis d'accord avec vous, avec vos 3 rêves, je les partage, mais la question c'est, je pense qu'on a du mal encore aujourd'hui à palper ce qui va réellement se passer, et ce qu'on voit, ce dont on va parler ce soir, c'est peut-être 2% de la partie émergée de l'iceberg. Ça va être très gros, ça j'y crois beaucoup, et c'est aujourd'hui un avantage compétitif. On en a parlé sur les aspects de productivité, mais l'aspect productivité, c'est à mon avis un tout petit bout de l'histoire. Bon, bref, je ferme la parenthèse et je vais parler un peu de Silver, mais je crois que c'est important aussi de remettre en perspective ça. On a créé quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va être très gros. Donc, le seul moyen de faire en sorte que ça se passe bien, je vais citer Emmanuel Macron une fois n'est pas coutume, mais il faut prendre le taureau. C'est pas le taureau par les cornes, c'est take the bulls. Enfin, c'est y aller, quoi. Y aller réellement. Et précisément, c'est ce qu'on a fait. Et pour le coup, on a utilisé l'IA, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour donner accès à des PME qui n'avaient pas accès au financement, en tout cas pas aisément. Et ça, c'est très concret. C'est-à-dire qu'il y a l'imagination de ce qu'on peut en faire. C'est hyper important d'avoir un landing point loin. Néanmoins, il y a aussi des applications très concrètes. Et pour le coup, ça permet vraiment à un plombier qui a démarré son activité il y a 7-8 mois, mais qui fait suffisamment de chiffre d'affaires, de financer un recrutement, de financer un développement, des outils, ce genre de choses, de manière à pouvoir développer son activité, donc gagner en vitesse. Ça ne change pas son métier de plombier, mais néanmoins, grâce à l'IA et à l'analyse notamment des transactions, je rentre un tout petit peu dans le détail, nous on fait ce qu'on appelle le cash flow underwriting. On va regarder les flux de trésorerie, on va regarder littéralement vos relevés bancaires, et sur les relevés bancaires, on va classifier chaque transaction, et il y en a parfois des centaines de milliers, et on va reconstruire un PNL, et grâce à cette reconstruction de PNL, on peut calculer des ratios. C'est ça la recette. Et grâce à ces ratios, on sait si on peut vous prêter ou si on ne peut pas vous prêter, et si oui, à combien, sur combien de temps. Et ça, mine de rien, on est passé d'une logique de « bah non, vous n'avez pas de bilan, on ne peut pas vous financer, hein, bien sûr. Voici, mettons, 20 000 € sur 6 mois que vous pouvez, dont vous pouvez disposer. Et tout ça en 48 heures au maximum avec le décaissement des fonds. Donc, il y a un phénomène d'accélération qui est assez fantastique. Et donc, c'est ça que je pense qui est très, très important, c'est qu'on exploite une technologie qui est très nouvelle pour financer l'économie réelle. Ça, c'est quelque chose, je pense, d'assez fondamental. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, vous avez dit un truc très, très juste sur l'exploitation, la capacité à émerger des données nouvelles. Ça, on a un petit outil en interne qui s'appelle Kepler. Et en fait, avant, il fallait data scientist pour aller chercher dans nos bases de données des informations. Il fallait parler le SQL couramment. Il fallait faire des queries sans erreur. Il fallait attendre le temps de processing. Aujourd'hui, on a un petit bot dans Slack. Vous lui posez votre question. Il transforme ça en query SQL. Il va query dans notre database et il revient avec la réponse. Qui fait le plus défaut ces 3 derniers mois, ou sur la cohorte de septembre, qui aujourd'hui, quels sont les NAF les plus performants? Bah, ça, c'est une question à laquelle, avant, il m'aurait bien fallu 3 jours pour avoir la réponse. Aujourd'hui, en moins d'un quart d'heure, je l'ai. Et donc, ça permet d'augmenter justement la productivité, mais aussi de prendre des décisions qui sont plus, je trouve, raisonnables, plus basées sur des données et moins sur de l'instinct. Et ce qui est très, très transformatif, dans le fond, aussi dans la pratique qu'on peut avoir au quotidien du travail. Merci beaucoup. Oui, moi, je suis bien d'accord sur le fait qu'on ne sait pas encore où on va avec l'IA générative, mais si on se replace dans le secteur de la relation client, hein, qui est le secteur d'activité de Zion, on commence à avoir une idée quand même de là où on va. Donc moi, j'estime en fait la destruction d'emplois dans le secteur à 25% à horizon 2030. Voilà. Donc ça fait 110 000 emplois sur ce qu'on appelle le secteur de la relation client français, hein. Pas forcément des emplois français, parce qu'il y a une partie de ces emplois qui ne sont pas en France. Et environ 4 millions d'emplois au niveau mondial. Bon, donc ça, c'est mon estimation. Alors, d'où ça vient? Il y a à peu près 80% qui viennent de l'automatisation totale, donc des interactions qui vont être traitées de bout en bout, totalement automatisées. Donc, vraiment, on va passer sur un niveau supérieur d'automatisation. Il y a déjà pas mal de choses en self-care. Et puis, les clients, globalement, ils se sont très contents du self-care. Hein. Quand ça marche bien, tout le monde utilise les applications de self-care. Ça marche bien 24/7. Pas d'attente. Donc, je pense que c'est un bénéfice évident. Et puis, on estime à 20% sur du gain de productivité sur des tâches qui vont être réalisées par des humains, mais avec l'aide de l'IA générative, et notamment, par exemple, l'automatisation, ce qu'on peut appeler des tâches de post-appel, hein, qui prennent aujourd'hui beaucoup de temps. Donc ça, c'est notre vision de l'impact à court terme de l'IA générative. Alors, qu'est-ce que ça va changer sur les métiers? Alors, pour les conseillers, globalement, notre vision, c'est que le digital va continuer à se développer, mais qu'il va être de plus en plus automatisé. Du coup, les clients qui en sont d'ailleurs très satisfaits vont avoir plus besoin d'avoir des interactions avec des humains. Donc,
donc principalement sur le canal téléphonique, parce que c'est là que ça se passe. Et donc, les conseillers vont être amenés progressivement à traiter des interactions vocales de plus en plus difficiles, qualitatives. Et l'IA générative, d'ailleurs, pour les aider à faire ça très bien. Le deuxième métier qui va être impacté, c'est le superviseur, ou le manager de premier niveau, ça dépend comment on l'appelle. Donc là, il y a beaucoup de tâches dites administratives aujourd'hui qui vont être complètement automatisées, remplacées par l'IA générative qui le fait aussi très bien. Et du coup, le superviseur va se retrouver dans un rôle en fait d'expert à accompagner le conseiller, à traiter des appels très complexes. Alors, ça peut être du coaching en temps réel ou de la montée en compétences. Alors, c'est souvent aussi les nouveaux arrivants, les nouveaux collaborateurs qui ont besoin d'être vraiment très accompagnés par le premier niveau de management. Ou ça peut être aussi, même pour des collaborateurs expérimentés, quand il y a des changements d'offres, des changements de processus, il y a besoin d'accompagnement de la part des premiers niveaux. Et puis, la troisième évolution que je vois bien aussi, c'est sur ces nouveaux métiers. Alors, dans la data, je suis d'accord, là, il va y avoir de la data qui est enfin structurée, parce qu'il y a des problèmes de la donnée dans la relation client, c'est qu'elle n'est pas structurée, donc elle est difficilement exploitable. Donc là, on peut la structurer. Et donc, on peut créer beaucoup de valeur. Donc, ça va alimenter plein de services, que ce soit les services financiers dont on parlait avant, des services marketing, des services produits. Donc, ça va créer des nouveaux emplois. Bon, au total, moi, je pense que je suis plutôt sur la vision de Schumpeter sur ce type de transformation. Malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas autant de création d'emplois dans ces jobs à forte valeur ajoutée que la description sur des postes de premier niveau. Mais en tout cas, l'ensemble de tout le secteur de la relation client, globalement, va monter en gamme. Et alors, effectivement, c'est pas forcément très joyeux comme vision. En même temps, si on réfléchit comme ça, on peut y préparer. Et donc, ça permet aussi aux organisations d'organiser cette transformation. Alors, du coup, Pascal, pour rester sur ce thème, finalement, comment est-ce que l'IA générative va interagir avec l'humain pour apporter de la valeur ajoutée aux clients et à l'entreprise? Alors déjà sur la valeur ajoutée et ensuite sur l'interaction avec l'humain. Sur la valeur ajoutée, il y a plusieurs choses à dire parce que d'abord, on a parlé premièrement du fait que ce soit une révolution, et la question du prisme de la valeur ajoutée est un peu plus complexe parce que premièrement, créer de la valeur ajoutée, donc effectivement, on a le prisme de l'avantage comparatif, celui de la data et la question des cycles économiques. Sur l'avantage comparatif, évidemment, comme toute innovation, en termes de signal faible stratégique, j'entends, il faut mettre en place des innovations en relation aux concurrents. C'est-à-dire qu'il faut benchmarker évidemment ce qui se passe sur le marché et on ne déploie pas une IA ou une IA générative ou quelle que soit innovation uniquement pour se faire plaisir évidemment. Il y a un benchmark, il y a une situation concurrentielle et il y a un use case ou plusieurs use cases qui permettent de dire tiens, sur cet aspect spécifique-là, on devrait avoir un avantage comparatif par rapport au marché pertinent. Premier point. Deuxième point sur la data. Effectivement, on a cette capacité de transformation de la data structurée en données nouvelles et donc en innovation pure finalement en très peu de temps. Mais il y a quelques conditions. La première condition, c'est que évidemment, plus en amont la data est meilleure et plus en aval le résultat sera meilleur aussi. Donc il faut aussi triturer un peu la donnée en amont dans le sens où, premièrement, faire en sorte que cette donnée soit véritablement exclusive et non imitable à l'entreprise, que ce soit lié donc à un avantage spécifique. Deuxièmement, effectivement, de faire en sorte qu'on puisse systématiquement renouveler, actualiser cette donnée en fonction des expériences des utilisateurs pour que sa valeur marginale ne décroisse pas vite. Ensuite, effectivement, qu'elle soit portée sur des cas d'usage qui ont été testés, approuvés par des POC ou autres. Donc, il y a tout un travail quand même en amont sur la donnée aussi qui, pour moi, est consubstantiel au déploiement de l'IA générative qui est important. Et donc tout ça pour conclure, de dire que oui, c'est un cercle vertueux créateur de valeur ajoutée si effectivement on fait un travail d'écosystème, un travail de signal faible, un travail stratégique à la fois sur la donnée et sur le positionnement de marché. L'antithèse à tout ça, oui, il y a forcément une antithèse toujours, c'est que il faut quand même, on sait encore pas grand-chose sur ce cycle économique. De Facebook jusqu'à Twitter, jusqu'à l'IA, on a vu des cycles économiques, des cycles business de plus en plus courts, 60 jours pour 100 millions d'utilisateurs sur l'IA générative. Donc c'est toujours à chaque fois plus court, donc il faut espérer aussi que si on a un train de retard, on puisse quand même le rattraper. Il faut être optimiste un petit peu aussi, mais que j'espère en tout cas que ce cycle ne sera pas suffisamment long pour permettre à ce qu'un maximum d'entreprises puissent effectivement tirer leur épingle du jeu. Et sur la question de la créativité, là on est en plein dans un volet RH, c'est-à-dire que effectivement l'interaction avec cet outil pose la question
des nouvelles fiches de poste aussi, hein, des codes-parts d'hard skills, de soft skills, parce que qui dit créativité dit soft skills aussi, et que par conséquent on est en plein dans un sujet de soft skills pour faire en sorte que justement il n'y ait pas perte d'emploi, il n'y a pas crainte, mais au contraire qu'on puisse enrichir le métier, créer de la valeur, et puis on espère partager ensuite les fruits de la croissance. Oui. Sur la question de la valeur ajoutée, je pense qu'il y a un sujet aussi qui est assez important, c'est que beaucoup de boîtes ont beaucoup de data et beaucoup de boîtes ont des insights. C'est vrai que les bases de données sont pleines à craquer, mais on n'en sort pas grand-chose. Et ça, pour le coup, c'est aussi un bon moyen, je pense, de combler son retard, parfois sur la connaissance client. C'est vrai qu'on peut avoir une boîte avec très peu de clients, mais beaucoup de données sur eux, et donc finalement mieux les connaître qu'un grand groupe en face. Et donc ça peut apporter un avantage compétitif majeur. Bon, après, c'est toujours effectivement une question de... il y a un contexte compétitif, il y a un contexte stratégique, etc. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment un point que je vois et qui ne devrait pas être sous-estimé. Parce qu'on parle souvent des GAFAM comme étant les détenteurs de la donnée. En fait, ils en savent plus sur vous que vous-même parfois. C'est vrai, mais c'est un peu impensif. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aussi en partie retourner une partie du sujet. Et ce qui est vrai aussi, c'est que des très grosses boîtes comme Google ne sont pas forcément... je les aime beaucoup et on a une grosse partie de notre techno qui est basée dessus. Hein, mais sur ces sujets d'AI, on sent que même des grosses boîtes comme Google peuvent avoir du retard sur un sujet. Donc, vous avez parlé de la vitesse à laquelle... ChatGPT a acquis ses premiers 100 millions d'utilisateurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, il peut y avoir encore ce genre de choses. Et par ailleurs, ça permet aussi, donc je disais, de rebattre les cartes avec la compréhension de la donnée. Ça, c'est un sujet auquel, évidemment, je crois beaucoup. Donc, partie de valeur ajoutée là-dessus. Et puis, évidemment, sur la productivité, on en a parlé, mais ça, encore une fois, je pense que c'est un peu trivial. Oui, donc sur le sujet de la valeur ajoutée, moi, chez Zion, on se place au niveau du use case parce qu'on pense que la relation client, c'est un secteur qui est drivé par le use case. Voilà. Et donc, on remet tout ça dans 3 catégories. Donc, la première, c'est la capacité de générer de la synthèse. Donc, de générer de la synthèse avec de l'IA générative. Donc, c'est finalement le résumé d'appel automatique. Donc, ça va être une killer app, j'en suis certain. Donc, il n'y a pas beaucoup de killer app dans la techno. Finalement, il y en a peu. Une killer app, c'est une application que tout le monde veut acheter très vite et sans vraiment se poser trop de questions. Donc, dans la relation client, la capacité à avoir des appels de 5, 10, 15, 20 minutes résumés en quelques mots de façon structurée et non structurée, c'est une killer app. Ça va créer une valeur énorme. Évidemment, ça fait de la productivité, ça c'est évident. Ça fait de la donnée, enfin, structurée, parce que les conseillers résument tous les appels à leur sauce quand ils résument les appels. Voilà, de façon homogène, uniformisée, et ça rentre directement dans les CRM. Donc ça, pour nous, ça c'est la killer app de l'IA générative dans le secteur de la relation client. Après, la deuxième catégorie de bénéfices, c'est la génération de contenu. Alors ça, c'est plus naturel, parce que quand on pense IA générative, on pense à génération de contenu. Mais si on se remet dans le cas entreprise, puisque là, on parle bien d'entreprise, il faut rajouter un petit angle. C'est-à-dire que pour une entreprise, la vraie richesse, c'est pas tellement le LLM, c'est les bases de données. Pour une compagnie d'assurance, une banque, une mutuelle, la vraie richesse, c'est les bases de co. Voilà. Donc, quand on couple la puissance d'un LLM qui a été pré-entraîné sur du contenu générique, parce que finalement, c'est le web mondial qui a été scrappé, mais qu'on arrive à le coupler avec une base de co qui est très particulière, parce que c'est la base de co de l'entreprise. Si on coupe ces deux technologies, là, on a quelque chose de très puissant, parce qu'on peut générer des réponses qui sont contextualisées et qui sont uniques à ce contexte-là. Voilà, donc ça se traduit concrètement par un assistant, par exemple, qui est mis à la disposition des conseillers, qui leur permettent, en fait, d'interroger les bases de connaissances et d'avoir des réponses préformatées et d'avoir accès à la donnée source s'ils le veulent. Donc ça, je pense que ça va créer aussi beaucoup de valeur. Alors, imagine aussi dans un deuxième temps que la même solution, elle peut être mise à disposition des clients finaux. Pour l'instant, moi, je suis encore un petit peu réservé parce qu'en fait, là, il n'y a pas le filtre humain, c'est-à-dire qu'on est directement en contact avec son client. Aux États-Unis, il y a quelques semaines, si vous suivez l'actualité, il y a eu un précédent assez important avec Air Canada. Un des bots de 3e génération a répondu de façon erronée à un client. Et comme on est en Amérique du Nord, ça s'est traduit comme ça se passe aux États-Unis, en l'occurrence au Canada. Donc, c'était procès et gain pour le client. Donc, globalement, il faut régler le problème technique de la véracité, de l'exactitude des données pour finalement mettre ces technologies sans aucun contrôle face à un client final. Mais je pense que ça sera réglé d'ici quelques mois, on pourra en reparler après. Et puis, la troisième catégorie, dans nos cas d'usage, c'est générer une évaluation. Voilà. Donc, ça, c'est utiliser l'IA générative pour évaluer en particulier la conformité ou la qualité d'un appel, puisque aujourd'hui on est chez Finance Innovation.
Donc c'est un secteur dans lequel la conformité réglementaire est particulièrement majeure. Et du coup, il y a la possibilité avec les génératives de s'assurer que le traitement de l'interaction par un conseiller, un gestionnaire est conforme à la réglementation. Donc ça, je pense aussi, ça va créer beaucoup de valeur. Merci France. La donnée, justement, donc on en parle évidemment beaucoup, c'est le nerf de la guerre pour l'IA générative et pour l'IA de manière générale. Est-ce que, justement, l'utilisation de la donnée ne risque pas de créer des problèmes vis-à-vis du client, notamment des problèmes de confiance? Puisque la question, c'est d'où vient cette donnée? Est-ce qu'elle est utilisée en bonne conformité, et est-ce que il n'y a pas un risque finalement de briser la confiance, d'une part parce qu'on ne sait pas d'où vient la donnée, ou en tout cas il faut l'expliquer, et d'autre part puisque le résultat peut aussi être problématique, comme disait France, les fameuses hallucinations d'IA. Bon voilà, c'est un sujet aussi que l'on peut aborder. Non, mais là, beaucoup de choses ont été dites, hein, pratiquement tout. Voilà, effectivement, les hallucinations, les deepfakes, les risques externes, internes aux organisations. Bon, il y a énormément de choses, il y a énormément de papiers là-dessus. Bon, pour moi, une réponse assez basique et simple, c'est de dire que la confiance passe par le respect de la réglementation, et qu'il y a une réglementation actuellement en cours entre la Commission européenne et le Parlement. Je tiens d'ailleurs à appuyer aussi le fait qu'il y a le récent rapport également de la Commission Intelligence Artificielle qui insiste dessus, qui vient de sortir, hein, avec Philippe Aguillon, Emmanuel Macron notamment, et que voilà, je pense que la confiance part effectivement du respect de l'IA Act en particulier, qui aura vocation à évoluer, hein, avec cette séparation entre des risques minimes, des risques élevés, des risques inacceptables. Voilà, une interdiction pour les risques inacceptables, les droits fondamentaux, enfin, pour la biométrie, manipuler comportementalement des populations fragiles, etc. Bon, il y a un certain nombre de détails sur cette loi qu'il faut lire, l'IA Act, et puis les risques ensuite élevés, avec des mesures d'atténuation du risque. Bon, voilà, pour moi, la réponse, elle est surtout dans le respect de la réglementation et de l'IA Act, en fait. Oui, alors pour le coup, c'est peut-être plutôt le marketeur qui va vous répondre là. C'est-à-dire que je suis d'accord, hein, sur le fait qu'évidemment les réglementations doivent être le reflet finalement d'un espèce de minimum. La question de la confiance, donc, elle passe par un sujet d'acceptabilité. Ce qu'on a vu quand même ces 15 dernières années, c'est que beaucoup de gens étaient d'accord pour finalement donner leurs données contre un service. Enfin, genre Facebook ou Google gagnent leur vie comme ça. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un sujet enfin, le sujet de la question de la captation de la donnée, de l'exploitation, me semble être derrière nous, enfin plutôt accepté par ailleurs. Google, pendant YouTube, a une offre payante. Je ne sais pas si dans la salle quelqu'un paye YouTube Premium, mais donc ça veut dire que vous êtes d'accord finalement avec le fait qu'on utilise vos données. Donc ça, c'est un premier point. Donc derrière, c'est plutôt le sujet de question d'honnêteté. Et ça, pour le coup, c'est pour ça que je disais que c'est le marketeur qui vous répond. C'est parce que quand vous êtes une marque, il y a une question de confiance. La marque, ça a été inventé pour rétablir un sujet de confiance. Quand vous connaissez pas le producteur, vous avez besoin de vous rattacher à quelque chose. Donc typiquement une marque. Et donc, si vous essayez de la faire à l'envers, passez-moi l'expression, à quelqu'un qui vous demande quelque chose parce que vous lui envoyez un AI bot qui est très bien fait par ailleurs et qui s'en rend compte, vous brisez quelque chose. Donc, c'est plus une question de fenêtre d'Overton pour la question de la communication, ce qui est disciple dans l'opinion publique et ce qui est acceptable dans l'opinion publique, c'est ça. Si vous dites à quelqu'un, vous pouvez discuter avec un de nos agents n'importe quand, mais que dans les faits, les agents, c'est un bot et que c'est écrit nulle part, le jour où ça va savoir si c'est un service important pour la personne ou si la personne qui vous contacte a une confiance très forte dans votre marque, là, vous allez briser quelque chose. Donc, pour moi, c'est plus un sujet de transparence au fond. Il y a un sujet de réglementation, c'est évident, mais ça, on va considérer que c'est un given. Mais derrière, une question de transparence. Dans la IA Act, je ne crois pas qu'il soit précisé qu'il faut informer la personne qui est face à un bot de ce fait-là. Alors que par exemple, sur une photo qui est retouchée, c'est marqué photo retouchée. Voilà. Donc la question de la transparence, à mon sens, est une des clés pour la confiance. Il y a sans doute des services pour lesquels c'est pas nécessaire, mais il y a probablement, quand vous êtes une marque, c'est plutôt ça le point, quand vous êtes une marque, vous avez envie de conserver votre capital, et votre capital peut passer par un bot AI. Enfin, typiquement, l'article de Klarna
sur le sujet. Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais article du 27 février, formidable. Ils expliquent qu'ils ont fait 2,3 millions de conversations, ce qui est les 2/3 de leurs conversations dans leur app, Klarna qui est le leader mondial du BNPL. Et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de sujet particulier parce que c'est une cible qui est plutôt jeune, qui est plutôt appétente aux nouvelles technologies, avec qui il n'y a pas de problème à discuter avec un bot. Ça fait partie de leur ADN de marque quelque part, donc il n'y a pas de sujet. Donc c'est peut-être là la limite avec la réglementation. Faut-il l'imposer? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que marque, c'est plus une réflexion stratégique sur son marketing, sur la manière dont on veut discuter avec ses clients, probablement plus qu'autre chose. Et est-ce qu'il y a aussi un sujet d'exécution finalement, si le bot ou le voice bot il est nul ou il raconte n'importe quoi, il peut y avoir un problème de confiance avec le client. Oui, non, il raconte pas n'importe quoi, sinon on ne le met pas en production. Mais, je parle pas du tien évidemment. Mais non, sur le sujet de l'exactitude, qui est le sujet majeur, surtout pour l'IA générative, parce qu'on n'a pas parlé des IA traditionnelles, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, il racontait par construction des choses exactes. Le problème, c'est qu'ils sont très limités et très directifs. Donc, ce qu'on essaye d'obtenir aujourd'hui, c'est d'avoir la fluidité, la personnalisation à l'extrême avec de l'IA générative, des sensations de s'exprimer, d'interagir avec un humain, mais l'exactitude qu'on avait avec de l'IA NLP. Donc, bon, et Klarna, ça marche parce que c'était en partie du texte, donc plus dirigé. Mais quand on fait sur du vocal, c'est un peu plus compliqué. Mais on va y arriver, il y a du travail dessus. Donc, pour ramener sur la question de l'exactitude, finalement, quand on revient sur les fondamentaux de l'IA, générative ou pas générative, c'est quoi l'IA? C'est des algorithmes. Les algorithmes, après, tout le monde a les mêmes, tout le monde utilise les mêmes. Ils sont en open source, ils sont développés par des laboratoires. Il faut de la puissance de calcul. Alors là, bon, c'est une question d'argent. On n'est pas tous égaux devant ça. Nous, on a des GPU, mais on n'a pas 10 000 GPU. Voilà, donc, et puis, il y a la data. Et moi, j'ai toujours considéré que dans l'IA, l'actif stratégique, c'est la data. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que dès le premier jour, chez Zion, on a fait le choix de fine-tuner nos modèles, parce qu'on les fine-tune avec une data de haute qualité. C'est la data de relations clients en français, dans le pays considéré, dans les services financiers. Et c'est parce qu'on utilise cette donnée de haute qualité qui est celle qui sera utilisée dans la vraie vie avec les clients. C'est pour ça que les algorithmes sont exacts et apportent les bonnes réponses. Je pense que c'est la clé en fait d'une IA de qualité. Et donc du coup, ça embraye sur la dernière question, qui est finalement IA versus IA générative. Quelle différence? Qu'est-ce que l'IA générative apporte de plus? Est-ce que c'est fondamentalement différent ou est-ce que c'est fondamentalement pareil? France, peut-être pour continuer. Bon, c'est toujours de l'IA, c'est-à-dire que c'est des algos avec de la data et des GPU. Donc, bon, ça, c'est la base. On va vraiment aller beaucoup plus loin avec de l'IA générative. Voilà. Je pense même qu'une partie de l'IA, le NLP va disparaître. On voit qu'il y a certains de nos use cases sur lesquels on est en train de démonter les systèmes de NLP. On les garde un petit peu aujourd'hui pour préciser certaines notions qu'on a du mal à extraire pour l'instant avec de l'IA générative. Je ne suis pas persuadé que ça soit pérenne. Voilà, donc je pense que c'est une évolution, l'IA générative, c'est la 3e génération. Alors nous, on travaille sur ce qu'on appelle les bots de 3e génération. Alors, les bots de première génération, c'était des bots avec des règles. La 2e génération, c'est le gros en fait des bots qui sont en production, sauf quelques cas rares. Donc le gros des bots aujourd'hui en production utilisent des technologies de type NLP. Et d'ici 1 an ou 2 ans ou plus tard, je pense que la quasi-totalité des bots, en tout cas sur les grandes entreprises ou des entreprises innovantes, seront des bots de 3e génération avec de l'IA générative. Vas-y Pascal. Effectivement, là, on est dans le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs évolutions pour arriver jusqu'à l'IA générative. Il y a eu, par les années 50, le développement considérable des scoring, comme on dit, des scoring plus. C'est parti finalement de modèles statistiques, d'analyse de scores, de risque de crédit, en particulier dans le secteur bancaire. Puis progressivement, on est arrivé sur une montée en puissance des principes théoriques dans la recherche de l'intelligence artificielle qui s'est progressivement segmenté en 2 groupes. Le machine learning, pour le dire simplement, qui utilise une masse considérable de données, qui permet effectivement d'anticiper, de tracer un peu l'évolution des organisations, de leurs processus, du type de ressources à déployer, des processus organisés à déployer aussi grâce à ce machine learning. Puis le deep learning, lui, est arrivé en renforçant un petit peu le cerveau droit humain finalement. C'est-à-dire qu'à travers la statistique, on lui a apporté du cerveau droit. Donc quelque part, le machine learning, j'aime bien le résumer comme le cerveau gauche, ça peut simplifier, mais ça peut expliquer 2-3 choses aussi. Et puis le deep learning plutôt du côté de la créativité, des sons, des images, etc. Et là, effectivement, avec cette génération d'intelligence
artificielle générative, on a quelque chose quand même de très très nouveau. C'est qu'au-delà de la puissance de la donnée et même de la structuration de cette donnée qui est importante, c'est qu'on crée tout simplement de l'innovation pure. C'est-à-dire qu'on a des données en sortie qui nous permettent d'entrevoir un monde qu'on n'avait pas anticipé. Alors à l'adapter à chaque cas d'usage, dans l'éducation, les nouvelles formations, dans les poches business à exploiter, dans un tas de domaines, on arrive à créer même des sons, même dans la musique, même dans le cinéma, on arrive à un potentiel innovant qui est justement l'aboutissement final de toutes ces années d'histoire économique de l'innovation. Oui, très rapidement, parce que je pense que pour le coup, tout a été dit. Peut-être un point quand même sur l'IA générative versus ce qu'on connaissait, on parlait des moteurs de règles, etc., c'est que ça comprend un très grand contexte. Et ça, encore une fois, on revient sur la question des données. Vous avez tout l'historique avec un client, vous avez tous ces échanges. Et par ailleurs, vous avez aussi une capacité d'adaptation de ces IA à comprendre des demandes qui sont quand même pas très bien formalisées. Ce qu'un humain peut avoir des difficultés aussi à faire. Donc ça, c'est quand même un sujet, je pense, important qui vient de nourrir en fait ça. Donc en soi, c'est une brique supplémentaire qui me semble pour le coup excessivement utile dans pas mal de cas. Quand on vient l'amplifier avec de la donnée propriétaire, on n'a pas parlé de RAG typiquement, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent, l'IA vient mieux comprendre un contexte et vient associer un contexte à une demande qui peut être a priori limitante. On a reçu une question de Charles Turas sur le chat, très spécifique, France. Est-ce que il y a des use cases de Gen AI sur la banque privée? Sur la banque privée, Sur la banque privée. À ma connaissance, tu veux dire à venir ou qui existe en production? Alors les deux. En production, à ma connaissance, ouvrir, il y en a peu, mais bon, il faut savoir que, en tout cas sur la partie relation client, parce que sur la partie relation client, ce qui drive, c'est le flux. Il faut être pragmatique. Il y a beaucoup de use cases là où il y a beaucoup de volume. Enfin, pour retomber juste sur des réalités économiques. La banque privée, malheureusement, ça concerne peu de gens, il y a peu de volume, c'est très qualitatif et très personnalisé. Donc je pense que dans la gestion de l'interaction, la banque privée, il y en a peu. On pourrait dire par exemple la qualification des appels en amont, ça c'est quelque chose qui peut être très bien fait avec de l'IA, plutôt que d'avoir des vieux serveurs vocaux, taper 1, taper 2. Pour de la banque privée, je pense qu'on peut faire mieux, dire bonjour, bienvenue dans votre magnifique banque privée, quel est l'objet de votre accueil. Donc l'accueil du client, je pense que oui, ça peut se faire. Après, je pense que très vite, on est sur des problématiques d'expertise assez pointues. Donc ça peut être des sujets dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le conseiller de banque privée, il a quand même une très forte expertise, mais est-ce qu'il connaît tous les produits, toutes les modalités, tous les réglementaires dans tous les cas de figure? Donc peut-être que, en utilisant la technologie dont tu viens de parler, le RAG, c'est-à-dire si on couple de l'IA générative avec les bases de données spécifiques de la banque privée, il sera capable en temps réel, par rapport à une question qui est très particulière, qu'il n'a pas l'habitude de traiter avec son client, de donner la bonne réponse plutôt que de dire je vous mets en attente ou je vous rappelle dans 15 minutes, ce qui n'est jamais très agréable. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que donc on a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Hein. Il y a une question au fond. Attends, je vais te ramener le micro, comme ça les gens qui sont en ligne vont pouvoir entendre aussi. Merci. Je dois me présenter ou bien on peut poser la question de toute façon? Bien. En fait, c'est juste un éclairage, un commentaire sur la dernière question. Nous sommes une IA générative américaine et nous traitons des cas banques privées. On travaille avec 6-7 des plus grosses banques américaines qui utilisent notre IA générative. Et lorsqu'effectivement les volumes sont assez importants, comme par exemple pour un JP Morgan Chase, on réussit à appliquer l'IA générative, par exemple, pour des interactions digitales avant, comme vous le disiez, je pense, Franz, avant le contact agent. Et alors, ce qui est très intéressant de voir, c'est que l'IA générative, dans ce cas-là, a besoin d'être effectivement particulièrement performante, et donc on la couple à un QA humain avant que ce soit exposé au client. Mais il y a des cas d'usage, effectivement, banque privée, où l'IA générative est appliquée. Donc, on fait ça aux US, on fait ça au UK. Ça s'appelle Persado, et moi, je suis Annie Ramsey, je suis le directeur général Europe de cette activité-là. Voilà. Enfin, je vous en touche un mot au passage.
Merci beaucoup, c'est parfait. Ça permet aussi d'aller vous rencontrer juste après, puisqu'on a un cocktail. Est-ce que on a d'autres questions, monsieur? Merci. Christian Parmentier, j'anime le think tank Demain l'assurance. Je voulais savoir comment vous réagissez à la déclaration aujourd'hui d'Achille, qui est une insurtech prometteuse, qui a déjà pas mal de succès et qui décide d'ouvrir d'abord sa première agence et qui va ouvrir des agences physiques, alors que c'est une société d'assurance digitale à la base. Moi, je suis très content. Quand j'ai créé Zion en 2017, je vais répondre et après, on a essayé de me dissuader de le faire. Tout le monde m'a dit, mais tu es fou de créer une société sur le vocal. Et je leur ai dit non, moi je crois au vocal dans les interactions avec les clients. Et je dis, le digital sera automatisé, ça c'est une certitude, mais à côté du digital, les clients, ils ont besoin d'avoir un contact humain. Alors ça peut être un contact vocal via le téléphone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, il y a des études qui montrent que le vocal est en train de redécoller. Et puis ça peut être un contact physique. Voilà. Donc dans un monde, si on se projette dans un monde où la part de l'automatisation va être grandissante, il va y rester un besoin résiduel de contact humain. Voilà. Ça, c'est une certitude sur du complexe, sur de la réassurance, sur de la personnalisation. Ça s'exécutera à distance via du téléphone, de la visio, mais ça s'exécutera aussi en face à face dans les boutiques. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire. Merci. Benoît, tu voulais réagir? Oui, juste très basiquement, là aussi je reprends ma casquette de marketeur, c'est que pour créer une préférence, il faut créer une différence. Ça, c'est une règle de base. Et donc, un peu comme les caisses automatiques qui font gagner du temps, gain de productivité, il y a encore des caisses qui existent où il y a quelqu'un qui peut vous répondre quand vous lui parlez. Alors, pas toujours aimable, on peut la choisir en fonction justement du temps qu'on a envie d'y allouer. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience client, c'est aussi ça. C'est le client qui veut quelque chose. On est dans un pays, dans un monde qui est quand même plutôt libéral et qui, de fait, propose des choix. Et c'est pas du tout idiot d'avoir une stratégie, pour le coup, même si on est digital first, d'avoir de la relation personnelle. Après, si vous avez des clients qui sont uniquement sur le coût de la prime, ok, ils n'iront pas là et c'est fine. Mais en tout cas, ça crée une aspérité forte et par ailleurs, ça renforce le sujet de la confiance qu'on a évoqué tout à l'heure. Et quand on est dans la banque ou dans l'assurance, la confiance, c'est l'essentiel. Merci Pascal. Juste une réflexion. Il copie en ce sens Free, qui a ouvert des boutiques, qui étaient full digital. Je pense ING aussi. Je pense qu'il ne faut pas se priver d'une tranche de clients. Il faut juste segmenter, en revenir aux bases du marketing. Ça crée du débat, donc ça montre que c'est un sujet vraiment passionnant. On va passer donc à la conclusion. Merci messieurs, on peut les applaudir. Et donc le duo de choc pour la conclusion, Stéphane et Pascal. Merci Nicolas. Je vais essayer de récupérer Pascal. Donc on est d'accord, on a seulement 10 minutes. Je le précise, c'est juste pour Pascal, 10 minutes. Eh bien, bonsoir à tous, on est très heureux d'être là avec vous. Je suis la variable d'ajustement, c'est ça? Tu t'éloignes, t'as peur? On est très heureux d'être là avec vous ce soir. Merci Pascal d'avoir accepté de partager cette conclusion avec moi. Nous voulions, dans le premier temps, CJ, on voulait remercier le pôle Finance Innovation. Ça fait 7 ans maintenant que ce partenariat est en place. On est vraiment très heureux de travailler avec vos côtés et notamment ce livre blanc et les travaux qui ont été menés est une preuve de confiance de votre part qui nous honore beaucoup. Et on voulait te remercier personnellement, Pascal, pour ton implication, ton professionnalisme et ton sponsoring sur ce sujet. Vraiment, c'est un réel plaisir de travailler avec toi et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Merci. Alors, il y a 12 mois, si tu te rappelles bien, peut-être un petit peu plus, tous les deux, en deux jeunes hommes expérimentés que nous sommes, on s'était dit pourquoi pas ouvrir une parenthèse sur un sujet qui nous semblait, dont tout le monde parlait, qui était l'IA générative. Et on s'était posé même la question à cette époque-là, c'est est-ce qu'on n'ouvre pas une parenthèse sur un épiphénomène? Jusqu'où ça va aller? On va voir, on va creuser. Et donc, la question que je me pose aujourd'hui, Pascal, c'est avec 12 mois de recul,
par rapport à tout ce qui s'est passé sur cette période, tous les événements associés à l'IA générative. Je veux savoir quel est ton sentiment, quelle est ta sensation justement par rapport à tout ça. Je vais peut-être prendre pour illustrer une image du sport. J'ai eu l'impression pendant cette période de faire un marathon couplé avec un 400 mètres haies dans un grand stade sans lumière. Et de temps en temps, la lumière s'allumait et on devait changer de direction. Donc c'est d'un inconfort total, une perte de maîtrise du sujet complète, avec une créativité embarquée ingérable. Juste pour reprendre quelques dates, le 7 février, Nicolas parlait du club des décideurs de l'innovation, donc on avait décidé le 7 février de parler d'IA. Et donc Franz était venu nous présenter la solution de Zion. On avait l'expert leader IA de Renault qui nous expliquait comment l'IA était intégrée. On ne parlait pas d'IA générative, on parlait d'IA au sens général. Nous expliquait comment ils géraient leur production à travers de la computer vision. Et la question qu'on posait à Zion, c'est est-ce que tu gères d'émotions? Donc Franz nous précisait, oui, en effet, à Zion, on a intégré de l'émotion. Donc tout le monde était waouh. Le 8 février, j'étais au siège de Microsoft, avec l'annonce, vous replacez un petit peu, siège de Microsoft, il y avait 5 experts Microsoft France, et on était en train de faire des tests en live. Pas avec un Balux qui vous propose de générer une recette de cuisine, ou de planifier vos vacances, comme actuellement. On déplaçait les curseurs. Alors, je vais augmenter un peu la qualité, je vais déplacer, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, et si on pose cette question, on testait en live. Le 8 février. Je ne dis pas le truc. Et donc, après, on avait décidé de faire la prochaine réunion du club des décideurs d'innovation sur le métaverse. On était sur notre chemin tranquille de l'innovation, sous contrôle, avec des steps qu'on maîtrisait. Et on a vu ce truc débarquer, mais de partout, à travers nos ados. Donc ça remontait directement. Des questionnements, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas le faire? Comment je vais le faire? Qu'est-ce que ça va donner? Donc une zone d'incertitude complète. Voilà comment je l'ai vécu. Et puis à chercher et à essayer de voir comment on pouvait trouver de la stabilité dans ce mouvement perpétuel. Parce qu'on aime bien quand même la stabilité. Là, je parle en tant qu'ancien DSI. Les choses qu'on met en production, ça doit être stable. Or, on était dans un environnement complètement instable, où on prenait des directions. Donc, comment on gère cette incertitude? C'est un peu compliqué, surtout qu'on peut avoir des injonctions contradictoires en disant, et moi je l'ai quand? Je l'avais connu avec l'iPhone, le début de l'iPhone. Il est parti aux États-Unis, si vous étiez aux États-Unis quand l'iPhone 1 était en vente, on avait tous qu'une peur, c'est qu'il y en ait un qui rentre avec son iPhone et dise, moi je veux que ça marche en France. Comment? Voilà, juste pour revenir un petit peu sur le passé et sur des situations comparables. Après, on avait parlé d'intégration. Je te repose. Sur l'intégration, effectivement, en tant qu'intégrateur, l'année 2023 était une année extrêmement folle. L'année de l'expérimentation. Il est vrai, quand on allait chez nos clients, tous avaient le même discours. C'est l'IA générative, vous inquiétez pas Stéphane, on gère. On expérimente. Alors, c'est sûr, du sol au plafond, on expérimentait tout, on testait tout. On parlait pas de POC, on parlait de POT, c'est-à-dire de Proof of Technology. On jouait avec la technologie qui générait l'effet waouh, et qui avait une particularité qui inquiétait quelque peu les entreprises pour autant, et c'est pour ça qu'ils voulaient aller assez vite et qu'on laissait jouer la cour de récré ouverte. C'est qu'effectivement, l'impulsion, elle venait pas du monde de l'entreprise, elle venait pas des éditeurs, elle venait pas en fait des acteurs habituels qui promotionnaient ce type de technologie, elle venait d'un usage personnel, du grand public finalement. Et les entreprises se posaient la question de savoir effectivement quelles allaient être les répercussions sur leur activité au quotidien. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, on n'avait pas de problème avant l'IA générative. On avait la vie courante des systèmes d'information et on est arrivé avec une solution qui devait régler tous ces problèmes, enfin tous ces cas d'usage. Ce qu'on appelait des problèmes, mais avec lesquels on vivait sereinement, tranquillement. On les traitait au fil de l'eau, suivant des plans maîtrisés. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait, sur 2023, j'ai senti une certaine évolution. C'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné le concours de j'ai le plus de cas d'usage. Exactement. En termes de communication, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire j'ai des cas d'usage. Enfin, j'ai finalement 3000 problèmes à gérer. Un peu ambivalent comme communication corporate.
Donc ça s'est un peu calmé. Je me rappelle à la ligne sur D de l'année dernière, j'ai un échange avec un DG d'un grand assureur qui me disait, moi je communique pas là-dessus. Hein. Niet, rien ne sort. Je ne vais pas expliquer que j'ai des problèmes. C'est juste impossible. Donc on a senti une maturité qui commençait à s'instruire côté métier et côté solution. Donc on parlait tout à l'heure de Zion, un travail qui était entamé chez les éditeurs pour comprendre comment l'intégrer, comment jouer avec. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait sans bruit. Et aujourd'hui, on le voit arriver puisque ça apporte, ça vient dans les solutions, c'est apporté, c'est intégré. Donc il y a les solutions des éditeurs, mais aussi des solutions, des startups qui attaquent une verticale particulière. Donc c'est vrai que, aujourd'hui, le métier, je pense qu'on est mûr pour intégrer ces solutions. Oui, mais alors, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, je pense que beaucoup d'acteurs avaient une vision biaisée de la situation, puisque cette technologie étant tellement facile d'accès, facile dans le cadre d'expérimentation, tout le monde s'était dit finalement elle allait s'intégrer assez rapidement et vite, sans avoir besoin effectivement de savoir-faire particulier. Tout à l'heure, on a parlé de RAG. Aujourd'hui, tout le monde prétend, même quand je vais voir mes clients, on me dit « ouais, nous on fait du RAG ». D'accord. Est-ce que c'est efficace ? Là, j'ai pas souvent de réponse, parce qu'en fait, la réponse, je la connais. Faire du RAG, effectivement, vous pouvez facilement trouver un modèle pour faire du RAG. Par contre, faire un RAG qui est vraiment pertinent, sur lequel vous avez une véritable appropriation, une modélisation de l'information de l'entreprise, et qui sera efficient par rapport au modèle que vous avez choisi, bah, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Et ça, beaucoup de gens l'ont oublié, parce qu'effectivement, cette technologie, encore là, elle avait cette particularité d'être facilement accessible, avec lequel on pouvait facilement jouer. Moi, j'ai un chiffre. Sur 2023, sur l'ensemble des expérimentations qui ont été menées, et je peux vous assurer qu'il y en a une multitude, c'est 10%. 10%, c'est pas la remise qu'on fait par défaut à nos clients quand on fait un projet avec eux. 10%, c'est seulement le nombre de projets qui sont passés en production. C'est-à-dire sur une dimension pseudo-industrielle. Quand je parle de généralisation, je peux vous assurer que c'est modeste. Et ça, c'est un chiffre qui est important. C'est-à-dire que 90% ont été complètement arrêtés. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles elles ont été arrêtées, ben, tout à l'heure, on l'a indiqué. Il y a un élément important quand même quand on parle d'IA, soit d'IA classique ou d'IA générative, c'est la donnée. Quand tu positionnes une IA générative dans l'entreprise, ce que tu veux avant tout, c'est qu'elle exploite ton potentiel informationnel, c'est-à-dire effectivement tes propres data. Et ça, beaucoup avaient oublié. Et effectivement, la majorité sont tombés à l'eau parce que la data n'était pas disponible, elle n'était pas prête à être exploitée par l'IA générative. Et le deuxième aspect qui fait encore plus peur, c'est le coût. Georges l'a dit tout à l'heure. Alors moi, je vais nuancer. L'IA générative peut coûter cher, parce que je voudrais faire des projets de plus en plus. Donc l'IA générative peut coûter cher. Elle peut coûter cher quand elle est mal utilisée, tout simplement, quand elle n'est pas utilisée à bon escient. L'IA générative, effectivement, quand on regarde les processus, tu disais tout à l'heure, la course au nombre de cas d'usage, oui, parce que nos clients avaient l'impression qu'effectivement qu'ils pouvaient appliquer de l'IA générative sur tous les cas d'usage. Et c'est vrai, quand on regarde comme ça assez rapidement, oui, tous les processus sont éligibles à l'IA générative. J'entends ce que tu dis, Stéphane, mais là, ce que tu demandes aux entreprises, c'est de passer du stade de bébé à enfant, adolescent, majeur et responsable en l'espace de 1 an. En l'espace d'1 an, il est vrai. On n'a jamais connu ça dans notre industrie. On n'a jamais connu. On a eu une maturité des solutions sur lesquelles on a progressé tranquillement, naturellement. J'en ai vécu un certain nombre, comme Georges. C'est l'apanage de l'expérience. Ça, les cheveux blancs. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la seule référence qu'on a sur ce sujet d'accélération, et je dirais d'absence de contrôle, c'est TikTok. On montre l'adhésion à des services, c'est TikTok. Bon. Chacun sa référence. J'ai une très bonne référence. Mais aujourd'hui, on a fait ça en l'espace d'1 an. On s'est dit, qu'est-ce qu'on doit en faire? Parce que mon ado le fait, donc pourquoi pas moi? Je l'ai téléchargé sur mon téléphone, ça marche. Regardez, ça marche. Oui, d'accord. Et on demande à passer en production. Donc juste les DSI en ce moment, j'aimerais pas trop être leur place parce que il y a des prises de risque quand même qui sont significatives sur ce sujet. Il y a un moment donné où on doit revenir aussi sur cette notion de confiance. Donc l'assurance, moi je l'associe souvent à la notion de confiance. Donc comment on va réussir à créer cette zone de confiance, à la fois dans, je dirais, la confiance dans les modèles et dans les réponses qu'ils veulent apporter. Moi je pars du principe qu'une réponse il n'y a pas qu'une seule réponse. On peut faire des tests sur différents modèles et on voit qu'à un prompt on va avoir des réponses différentes. C'est lié à la construction.
Donc, il va falloir se poser ce genre de questions. Est-ce qu'on va avoir des spécialisations? Et puis, il y a des termes qui ont, alors aussi en tant qu'ancien auditeur, tout ce qui est traçabilité, lisibilité, transparence, modèle, va aussi contribuer à cette. Je pense que ça va être une exigence réglementaire. À un moment donné, ça va arriver, et ça va apporter de la confiance. Donc, tous ces éléments, plus la maturité que l'on a par rapport à l'IA générative, mais l'IA, globalement, ça va apporter, je dirais, de l'eau au moulin aux IA traditionnelles, parce qu'il ne faut pas les mettre de côté. Elles ont une vraie valeur, elles sont maîtrisées, elles vont, donc il faut vraiment, comment dire, traiter pour l'ensemble du champ des possibles de l'IA. La maturité va faire qu'on va ouvrir, non pas des cas d'usage, mais des champs des possibles. On va évoluer à travers on va dire, tiens, ça, je pourrais le faire. Je ne traite pas des pain points, c'est de la productivité, mais ça, j'ai jamais imaginé qu'on aurait pu le faire. Et donc, on va pouvoir avoir des approches peut-être de segmentation. Là, on parlait tout à l'heure de Achille qui fait du physique digital et physique. Et donc, c'est là où on va avoir de la création de valeur complémentaire par rapport à ce que disait Pascal. C'est des champs des possibles qui vont s'ouvrir. Et là, la page est blanche aujourd'hui. Et tu as raison sur la création de valeur, c'est vrai. 2024 pour moi une année de maturité où nos clients aujourd'hui maintenant effectivement acceptent de prendre du recul par rapport à leur cas d'usage et acceptent de quantifier l'apport de valeur. Pourquoi? Parce que ça effectivement on va le mettre en regard des coûts prévisionnels et effectivement on va choisir les cas d'usage sur lesquels on n'aura pas de déséquilibre par défaut, donc selon ceux qui vont effectivement vraiment amener de la valeur pour l'entreprise, mais pas seulement. On sait pertinemment sur ce type de cas d'usage, il y a un choix technologique à faire. Il faut choisir un modèle. Donc, il va falloir. Je ne sais pas justement s'il va falloir choisir un et un seul modèle. Eh ben, oui. Alors, c'est là toute la question sur build or buy. Est-ce que je dois choisir un modèle généraliste propriétaire sur lequel je vais payer une redevance? Il sera généraliste, donc il va me permettre de faire pas mal de choses, mais peut-être moyennement, pas de façon optimale dans mon contexte d'entreprise. Ou est-ce que je dois aller chercher plutôt dans le domaine open source une multitude de petits modèles qui coûteront moins cher financièrement à l'intégration et à l'utilisation, bien sûr, mais surtout qui auront aussi une empreinte carbone qui sera moindre, donc plus responsable, et sur lequel, sur la dimension éthique, je vais quand même pouvoir plus facilement vérifier effectivement quelle est la nature de l'apprentissage qui a été fait dessus, l'origine des données, pour peu qu'il soit documenté, qu'il soit à caractère pseudo-explicable. Ça change la donne. Donc il y a cette question effectivement sur l'équipement, la dimension éthique, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même un élément très important, et on en a parlé, on l'a souligné tout à l'heure assez rapidement, ce sont des projets de transformation majeure de l'entreprise, tu l'as dit toi-même. Là, on est tous face à un bouleversement qui redistribue complètement les cartes, et il est vrai que l'entreprise, les collaborateurs ont besoin d'être acculturés, formés, accompagnés dans l'utilisation de l'IA générative, et surtout, le dernier point, il faut une gouvernance associée à l'IA avec des responsabilités établies. Quand on prend l'AI Act, il y a effectivement tout un pan qui est orienté sur la protection de la donnée personnelle, en tout cas le bon usage de l'IA par rapport à l'individu. Mais il y a aussi l'établissement des responsabilités entre celui qui crée la technologie, donc qui crée le modèle. Il y a une responsabilité aussi pour l'intégrateur comme nous, qui va mettre en place ce système dans l'entreprise. Et il y a aussi une responsabilité de l'utilisateur. Et ça, il est important que les entreprises l'assimilent vraiment avec des gouvernances établies. Je crois qu'on va devoir réapprendre à lire les petites lignes des contrats pour savoir exactement où se situent les traitements, où se situe la donnée. Il va falloir réouvrir les contrats. Est-ce qu'on va pouvoir discuter avec des world companies au siècle dernier, c'était encore possible, pour resituer un peu le temps. Là, c'est un peu plus compliqué, mais il va falloir se faire cet effort. Je pense que c'est juste essentiel. Pour répondre à un de tes vœux, je pense que, comment dire, on a beaucoup de... Tu veux qu'on coupe? D'accord. On clôture. C'est pour ça que j'ai précisé 10 minutes au départ. Voilà. Parce qu'on avait plein de choses. On avait décidé de faire 1 heure. On a une puissance de tir en France. Elle est réelle. Elle est vraiment réelle. Prenez-en conscience. Et il faut qu'on arrive à flécher des moyens, que ce soit privé, entreprise ou État, pour la valoriser et pas tout donner. Les modèles d'entraînement aussi, il faut qu'on intègre les différences de langue, ça c'est important. Et puis là, je pense qu'on a dépassé le stade de sensibilisation, on est dans l'adoption, donc il faudra parfois aussi mixer du privé et du corporate. Donc il faudra autoriser
ce genre d'usage, parce que ça va permettre de développer les usages. Et il faudra bien segmenter ce qui est de l'ordre du logiciel, de l'éditeur, et bien maîtriser où est-ce qu'il va intégrer de l'IA et comment il va l'intégrer, et pourquoi telle ou telle IA, parce que ça, il ne faut pas que ça soit des boîtes noires, c'est important. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on reprenne le contrôle de ça. Et ça, c'est je dirais, on parlait des callbots du 3e niveau. Je pense qu'on est devant ces enjeux aujourd'hui au niveau des entreprises. Et le rôle des intégrateurs dans cet aspect est juste essentiel. Parce que moi, je vous avoue, hein, j'ai arrêté de suivre les versions, les modèles en juin, je crois, de l'année dernière. Parce que sinon, je ne faisais rien d'autre. Donc, il y a des experts IA autoprogrammés qui faisaient ça très bien. Mais le rôle des intégrateurs pour accompagner les entreprises dans cette phase de transition et de transformation est juste essentiel. Et par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des sujets de charte, des chartes d'usage, pour pouvoir responsabiliser, autoriser, permettre, et de façon à ce que finalement on soit dans un environnement de confiance aussi au niveau des entreprises. C'est comme ça qu'on va pouvoir développer l'ouverture des champs de possibles. Merci Pascal, merci beaucoup Stéphane. Effectivement, on est très très bon en IA générative. On a plein de fintech, donc et on a plusieurs qui sont ici. Je vois Olivier de Lingua Custodia qui est là et qui développe aussi de l'IA sur la traduction de texte de haut niveau. Donc n'hésitez pas à échanger parce qu'il y a de très très belles fintech. Merci à tous. Le cocktail sera juste à côté et merci à tous les participants. Merci encore à CGI et pour ce partenariat. Merci encore.